Un jour, quelqu'un que j'apprécie me donne un livre à lire qui s'appelle Impliquons-nous d'Edgar Morin et dans lequel en fait il dit que chacun dans son domaine de compétences, on peut être acteur du changement et que c'est la somme en fait de toutes ces initiatives qui sont individuelles, personnelles, qui vont à un moment donné vont toutes s'agglomérer entre elles et vont faire émerger un nouveau système, un nouveau paradigme, un nouveau monde. Et là, bam, je mets des mots sur ce que je ressens depuis les 6 derniers mois et ça m'ouvre la porte sur ce que je dois faire. Jamais j'aurais pu faire la même chose en restant à Paris. Jamais j'aurais créé la même boîte. J'aurais jamais pu parler, tu vois, de plantes sauvages en étant au cœur de Paris. Enfin, tu vois, ça, c'est pas crédible. Bonjour et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast des futurs ex-parisiens et parisiennes. Je m'appelle Valérie Bohin et je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je viens tout juste de faire, 1 an après avoir lancé ce podcast, quitter Paris. Aujourd'hui, on part à Bordeaux, retrouver Anne-Sophie Nardi, la créatrice de la marque de beauté éthique On the Wild Side. En quittant Paris, il y a 4 ans, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat et est devenue ce qu'on appelle un game changer. En créant sa marque à base de plantes sauvages, elle fait clairement partie de ceux qui, dans le secteur des cosmétiques, ont changé la donne. Pour moi, en ce moment, tout n'est pas toujours très fluide dans ce nouveau départ vers Toulouse. Et parler avec Anne-Sophie de la façon dont son nouveau départ lui a permis de changer de point de vue, d'état d'esprit pour mieux innover, ça a été vraiment très inspirant et je suis hyper contente de partager cette nouvelle conversation avec vous. J'ouvre une parenthèse pour vous rappeler que Ciao Paris, c'est aussi une newsletter mensuelle dans laquelle je vous raconte mon départ et mon arrivée vers Toulouse, pas très fluide donc, et où je partage aussi des conseils et des bons plans pour quitter Paris. C'est aussi un groupe Facebook d'entraide qui s'appelle Quitter Paris et changer de vie. Je vous mets les liens pour vous y inscrire dans la description de l'épisode. Allez, je vous laisse avec une nouvelle histoire, un nouveau départ, celui d'Anne-Sophie qui a quitté Paris pour vivre à Bordeaux. Alors aujourd'hui, je suis à Bordeaux et je viens d'arriver dans un écolieu qui s'appelle Darwin. En fait, c'est une friche industrielle qui a été réaménagée pour accueillir le projet Darwin. Ils accueillent à la fois des entreprises, mais c'est aussi un lieu de vie. Il y a un café, un resto. On peut se poser entre deux anciens grands bâtiments industriels pour bosser dans des canapés en palette. Enfin voilà, c'est vrai que c'est assez agréable comme endroit. En plus, il fait beau aujourd'hui, donc c'est cool. Mais je vous en montrerai plus en vidéo sur l'Insta de Ciao Paris. Et aujourd'hui, je viens parce que j'ai rendez-vous avec Anne-Sophie, qui a ses bureaux ici. Anne-Sophie, elle a créé la marque de cosmétiques On the Wild Side. C'est en quittant Paris il y a quelques années qu'elle a monté sa boîte. En fait, Anne-Sophie, après avoir travaillé plusieurs années dans la cosmétique, elle voulait créer une marque qui ait le minimum d'impact écologique pour la planète et surtout avec uniquement des produits qui soient bons pour la santé. En gros, elle s'est aperçue qu'une femme, chaque année, absorbait 2 kilos de produits qui étaient mauvais pour sa santé à travers les cosmétiques qu'elle consommait. C'est un peu flippant quand même. Ah ben la voilà. Salut. Ça va et toi? Ouais. Alors c'est la première fois du coup que tu viens ici. Bah ouais, c'est canon ce lieu. T'as vu? Je m'attendais pas du tout à un lieu comme ça. Je m'attendais à un coworking classique. J'avais pas vraiment regardé ce que c'était que Darwin. Mais c'est un peu l'emblème des écolieux de la ville. Je crois que c'est le 2e lieu le plus visité de Bordeaux. Donc tu vois, ça a pris quand même vachement d'importance. Et puis c'est hyper inspirant. Enfin, quand tu t'entreprends, tu vois, dans l'éco-responsabilité et tout, enfin c'est génial quoi. T'es baigné dedans. J'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence dans le 1er arrondissement à Paris. De Lyon, pardon. Ah, le lapsus. Ouais, c'est ça, exactement. Et j'adorais ça, quoi, le côté ça grouille de partout, il se passe des choses. Et donc, du coup, après, je suis allée faire mes études à Paris et c'était vraiment le prolongement de Lyon, mais en version puissance 10. La première fois où j'arrive à Paris, j'avais 18 ans. Après le bac. Voilà, c'est ça. Et au départ, j'ai plutôt traîné, entre guillemets, dans les beaux quartiers de Paris. Je suis un Paris très, tu vois, chargé d'histoire, les Invalides, tu vois, le pont Alexandre III, ce côté assez fastueux de Paris.
mais dans toute sa grandeur historique, tu vois, et culturelle. Et je me souviens aussi, je sais pas pourquoi, mais on avait dû sortir à Pigalle. Et donc, je me souviens aussi de ça. Napoléon et les putes, quoi. Voilà, c'est ça. Le paradoxe parisien. C'est ça. C'était vraiment les extrêmes. C'est pas le Paris du quotidien, en fait. Ouais, un Paris un peu fantasmé. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas à New York et que tu vois les buildings et les taxis et tu vois, t'as l'impression de retourner dans des séries américaines. Mais là, c'est un peu pareil. Mais bon, il y a un moment quand même où tu viens dans la réalité. Et t'aimes bien à ce moment-là ta vie à Paris? Je découvre beaucoup de choses. Je découvre à la fois la vie parisienne, enfin la ville. Je découvre la vie seule, de manière indépendante. Je rencontre des nouvelles personnes. Les études, ça change aussi. Enfin, il y a plein de choses en fait qui sont nouvelles. J'ai 18 ans et j'en profite vraiment. Et même si c'est une période, tu vois, prépa, on peut dire ouais, c'est quand même, c'est des périodes un peu entre parenthèses. Mais en fait, pas du tout. J'ai énormément grandi. Ce que j'apprends, c'est que quand tu te retrouves comme ça, c'est que tu peux compter que sur toi-même. Et puis j'apprends aussi, et ça m'a été plus difficile, j'apprends aussi la solitude. Parce que le dimanche, voilà, je suis seule aussi dans ma chambre et c'est pas toujours facile. Ah, c'est marrant, j'y pensais à ça, parce que je me remémorais mes années, mes premières années. Ouais. Et effectivement, je me souviens d'une grande solitude aussi. Ouais. C'est tellement grand et il y a tellement de gens qu'en fait, t'es beaucoup plus anonyme que dans une plus petite ville de province. Même comme Lyon, qui pourtant en soi est déjà une grande ville, tu vois, mais ça n'a rien à voir. Donc, tu vois, même si c'est dur et tout, moi, c'est plutôt ça me renforce pour aller de l'avant. Et si j'étais là, c'est parce que je l'avais choisi. Et que si je voulais pas être là, je pouvais aussi choisir de revenir à Lyon. Et personne ne m'obligeait à faire les choses. Qu'est-ce que tu viens chercher? Tu vois, parce que tu dis j'ai choisi d'être là. J'ai choisi de vivre l'expérience, une autre expérience à Paris. Mais je me suis pas dit comme peut-être d'autres, Paris c'est le Graal absolu. Il y en a pour qui c'est genre le synonyme de la réussite, etc. Moi, c'était pas trop ça. Ce qui m'intéressait, c'était plus l'expérience. En même temps, t'aurais pu aller à Strasbourg ou à Lille, mais t'as choisi Paris. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, si ça représentait pas cette idée de réussite ou de... En fait, je voulais élargir mon champ des possibles. J'aurais eu l'impression, tu vois, que Strasbourg ou une autre ville, j'aurais rétréci mon champ des possibles. À la fin de tes études, tu t'orientes vers quoi? J'ai fait un stage chez Danone en marketing et le stage a lieu à Rungis. Et là, je commence à rentrer dans cette spirale où tu mets 1 heure pour aller bosser. Ça joue sur ton moral, toi, à ce moment-là? Énormément. Parce que je trouve déjà, tu vois, que ça n'a pas beaucoup de sens. Déjà. On a planté un truc, là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, et puis je pense que l'à côté de ce que ça peut t'apporter, tu vois, en termes de carrière, etc., ça compense pas dans le sens où je pense que j'ai besoin de trouver du sens à ce que je fais. Et là, je le trouve pas. J'ai commencé chez L'Occitane. J'ai 25. Et là, pour le coup, tu vois, l'équation est bonne. J'habite dans Paris. Je travaille dans Paris, dans un magnifique endroit qui est à côté de la place du marché Saint-Honoré. Donc, vachement sympa. Tu vois, où je peux profiter justement de la vie parisienne. Je me fais des super copines aussi dans mon travail. J'adore ce que je fais. Tu découvres la cosmétique avec L'Occitane. Exactement. Et ouais, ça me plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup de créativité par rapport à d'autres métiers. Et ça, je me suis rendu compte au fil de mes stages que c'était vraiment quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Ça m'épanouit beaucoup et en même temps, ça demande aussi une certaine rigueur. Faut penser à la fois de manière stratégique et en même temps de manière très créative. Et en fait, ça, j'apprends à libérer mon esprit parce que je pense que l'école m'a beaucoup et ma scolarité m'a beaucoup formatée. Et du coup, je découvre une autre part de mon fonctionnement. Et ça me plaît aussi, c'est d'aller explorer autre chose qui est en moi et que je sens. Et en plus, je vis ça avec des filles de mon âge, avec qui on s'entend hyper bien. Donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment une bonne période. Et ça dure combien de temps ton expérience chez eux? Ça dure 5 ans. Donc à l'époque, ta sensibilité écologique, elle est naissante. Elle est naissante, exactement. Moi, c'est plus la dimension humaine qui me parle. Notamment, je suis partie avec L'Occitane au Burkina Faso. C'était dans une action de mécénat
Voilà, ils envoyaient quelques salariés pour former des femmes, pour les aider en fait à transformer le beurre de karité qu'elles récoltaient en produits finis pour pouvoir derrière augmenter leurs revenus. Ça, c'est inspirant. La mission peut avoir une boîte et d'impliquer aussi ses salariés dans cette mission. C'est ça aussi, tu vois, qui a orienté mon choix aussi derrière. Ça m'a donné confiance sur le fait qu'en fait, on pouvait faire les choses différemment si on en avait envie dans les boîtes. Et qu'en fait, c'est aussi une question de conviction et de détermination, mais que c'est faisable d'un point de vue aussi économique. Clairement, ça m'a sensibilisée à tous ces sujets. Et du coup, aujourd'hui, c'est un peu l'étape d'après pour aller encore plus loin. Est-ce que tu as déjà rencontré ton amoureux, Cyril, ou pas encore? Oui, parce que je l'ai rencontré, je venais de commencer chez l'Occitane. Alors raconte-moi comment tu le rencontres. Improbable, on n'aurait jamais dû se rencontrer. Cette fameuse collègue de l'Occitane que je connaissais depuis 2-3 mois me dit il faut absolument que je te présente quelqu'un, etc. Donc voilà, moi j'étais là, non, merci, non merci, quoi. Et puis elle insistait, et puis elle m'envoyait des photos, etc. Tu vois, et j'étais là genre non, mais c'est bon, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Laissez-moi tranquille, madame. Laissez-moi tranquille. Et en même temps, tu vois, je la connaissais pas depuis suffisamment longtemps non plus pour l'envoyer bouler complètement. Donc bon, un jour, je finis par craquer, lui dis bon ok, je vais prendre ce verre comme ça, ça sera fait, et puis je serai débarrassée. Donc bref, je retrouve donc Cyril au Palais Royal à 19h30, donc pile poil après la sortie, tu vois, du travail. Je ne l'avais jamais vu, je lui avais jamais parlé. On s'était échangé un mail de 3 lignes. Le vrai blind date. Le vrai blind date. Et là, d'ailleurs, je lui dis non, mais de toute façon, moi, il faut que je parte à 8h30 parce que j'ai un dîner après, donc voilà. Je pose le cadre au cas où je me mets un petit échappatoire. Bon, bref, finalement, bon, comme tu peux l'imaginer, on papote, on parle. À 9h30, il me dit, mais t'avais pas un dîner voilà. Et là, je lui dis, non. Ah non, en fait, finalement, il est annulé. Voilà, gros pipeau, bien sûr. Et finalement, voilà, on sort ensemble le soir même. Et le truc qui est super drôle, il devait être 3h du matin. Le barman nous apporte des verres. Et on dit, non, mais on n'a pas commandé, etc. Et il nous dit, non, mais vous êtes le couple de la soirée, on vous offre un verre. Genre le truc qui n'arrive jamais. Une première soirée, une première fois assez improbable. Une vraie belle rencontre. Assez décalée et une vraie belle rencontre, ouais. Et après, on ne se quitte plus. Là, on se voit tous les jours. On part en week-end une semaine après. Enfin bon, bref, ça part comme une fusée. Un vrai coup de foudre, ouais. Assez vite, on habite ensemble. Enfin, il habite chez moi parce que lui, il est en colocation avec 3 autres copains. Donc, je mets pas beaucoup les pieds là-bas. Et pendant 2 ans, et après on prend un appart ensemble quand je dois avoir 26-27 ans. Ouais. C'est assez fluide en fait. Hein. Après, tu vois, chaque couple a ses hauts, ses bas. Il y a des moments où on est dans le dur, etc. Mais on s'est toujours vu comme une équipe. On prend aussi soin l'un de l'autre. Tu vois, ça, et ça, c'est du dur qui reste pour longtemps. Ouais, dans l'idée de l'équipe, il y a quelque chose d'un socle un peu inconditionnel, quoi. Complètement. Au-delà du côté rassurant, c'est que ça donne vachement de force supplémentaire. Parce que, voilà, ça met fin un peu à cette forme de solitude que tu pouvais ressentir à Paris ou... C'est vrai, ça. C'est un peu les belles années aussi où t'es à 2, t'as pas d'enfant, tu commences à travailler, donc t'as quand même du pouvoir d'achat pour faire des choses sympas. C'est une super belle période de Paris. Comment ça se détériore au fil de ces années là où tu travailles, ta relation avec Paris? En fait, je pense qu'il y a 2 choses en parallèle. Je pense que ma vie pro et personnelle s'est intensifiée et est devenue de plus en plus dure entre guillemets parce que je bosse beaucoup, parce que j'ai beaucoup de pression. J'ai ces allers-retours, tu vois, pour aller au boulot où je mets 1 heure, 1h30, tu vois, par jour. Cyril, mon mari, c'est pareil.
Le soir, il peut tourner pendant une demi-heure pour trouver une place et du coup, il rentre à la maison, il pète un plomb. Enfin, tu vois, ce côté pénible. C'est pénible, en fait. C'est comme si on te tapait un petit coup de marteau, tu sais, rien de grave, mais en fait, c'est... Et après, je pense aussi que la vie parisienne aussi s'est dégradée. Je trouve que la ville devient de plus en plus sale, il y a de plus en plus de pauvreté. Et moi, ça, c'est un truc, ça m'a énormément marqué. Voilà, c'est les personnes en souffrance, en fait. Et du coup, tu vois ça tous les jours. C'est peut-être mon côté empathique, mais je peux pas être hermétique. J'habite près de la place de Clichy, où il y a énormément aussi de gens en détresse. En fait, je pense que je le vois pas, enfin, comment dire, j'en ai pas conscience. Mais c'est, voilà, c'est de l'accumulation petit à petit, tu vois, quotidienne. À quel moment je me rends compte? Je pense qu'il y a de la fatigue nerveuse qui arrive. Tu vois, à force d'encaisser, j'ai plus trop envie de voir, de sortir le week-end ou des choses comme ça. Là, ça commence déjà à me mettre un peu la puce à l'oreille. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin de décompresser. Et puis, il faut dire aussi qu'à l'époque, après, on a eu 2 enfants. Donc, on a aussi 2 enfants en bas âge. Quel âge tu as quand tu as ton premier enfant? Donc, j'ai 32 et le deuxième, j'ai 35. Donc, tu vois, quand je parle de fatigue, je pense qu'il y a aussi ça, hein, c'est que il y a quand même beaucoup de fatigue aussi de nuits courtes. On dort pas bien quand on est jeune parent, etc. Donc, je pense que ça use encore plus vite. Et puis là, je me rends compte, en plus, que la bataille est encore plus importante. Parce qu'à Paris, je trouve que tu étais genre en bataille permanente. Que ça soit la place en crèche ou, je sais pas moi... Ou la place dans le métro. Dans le métro, exactement. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est ça. Ou la place au square. Et j'en prends encore plus conscience. Et l'élément déclencheur, je pense que ça a été ça, c'est un matin, mon fils, on va à l'école, et mon fils me dit, mais maman, pourquoi ces gens, ils dorment dans la rue? Et là, c'était une famille, tu vois, de Syriens qui dormaient sur des matelas avec des enfants qui avaient 2 ans, tu vois, 5 ans et tout. Et là, je me dis, mais attends, mais tous ces efforts pour que ce que j'apporte en fait à mon fils, c'est une violence urbaine et une violence dans ce qu'il voit. Enfin, je veux dire, il a tout le temps d'être confronté à de la pauvreté extrême. Et ça a été l'élément déclencheur en me disant, mais en fait, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est pour le bien de mes enfants, mais en fait, pas du tout. C'est plutôt l'inverse. C'est peut-être aussi un élan pour protéger mes enfants. Je dois avoir 37 ans et mes enfants ont 2 ans et 5 ans. Mais en fait, l'équation, elle est plus viable. Tu vois, je me suis toujours dit que c'était une équation entre ce que ça te coûte dans tes efforts, dans tes contraintes, voilà, et ce que ça te rapporte, même, enfin, que ça soit déjà financièrement, dans ton habitat, où est-ce que tu habites, dans la qualité de vie que tu vas donner à tes enfants, etc. Et ça, je trouve que l'équilibre, il se fait plus, en fait. L'équation, elle est trop déséquilibrée. Un matin, avec mon mari. Je sais pas si t'as ça, mais c'est les conversations, j'appelle ça les conversations de bout de lit. On est chacun assis à un coin du lit, on met nos chaussures, tu vois, ça fait ce moment-là. Et on a des petites conversations comme ça. Et là, dans cette conversation de bout de lit, on s'est dit stop. Et très rapidement, on se dit Bordeaux. Sachant que moi, j'ai été à Bordeaux qu'une seule fois dans ma vie. Hein, ah oui. Donc voilà. Mais alors oui, c'est fou, pourquoi? Il y a quand même une explication. C'est que, en fait, on allait souvent au Pays Basque. On adorait la qualité de vie, cet endroit et tout. Et on se disait toujours, vas-y, on lâche tout, on part dans le Pays Basque, voilà. Faire du fromage, chérie, ça va être super. Voilà, ça va être génial. Tu sais, c'est toujours ta petite fenêtre qui t'ouvre de temps en temps pour avoir un petit appel d'air. Et à chaque fois, on se disait, bon, Pays Basque, c'est peut-être un peu trop. On va peut-être faire l'intermédiaire Bordeaux. Et puis en plus, mon mari avait, il y a des attaches aussi familiales. C'est pas complètement une ville anonyme. On doit être en mars 2017. Et là, à partir de ce moment-là, un enchaînement d'événements et un alignement des planètes. Ça a été un flow. Quand tu vois cette espèce de flow dont on parle souvent, là, ça a été ça. C'était écrit qu'on devait y aller. Ça s'aligne parce qu'en fait, un des meilleurs amis de mon mari s'installe à Bordeaux, ce qui n'était absolument pas prévu, genre 2 mois avant, tu vois. Donc, on va les voir pour un peu prendre la température à Bordeaux, voir potentiellement où est-ce qu'on peut habiter, etc.
Là, ma copine me dit, je ne sais pas pourquoi je l'ai au téléphone et je lui dis, ah bah tiens, en fait, t'as pas entendu parler d'une maison qui est à vendre ou Et elle me dit, ah bah si, justement, au bout de la rue. On arrive à faire des pieds et des mains pour que je visite la maison le vendredi après-midi, en arrivant. Cyril arrive, je lui dis, écoute, t'es pas au courant, mais on va acheter une maison. Je l'ai vue. Je savais que c'était celle-là. Je l'ai vue et c'était pas un rêve. C'est ça. Et du coup, on l'a visitée le lendemain à 11h, ensemble. Énorme coup de cœur pour cette maison. On fait une offre, c'est accepté. Et on était propriétaire, mais on avait vendu notre appart. Donc aussi plus de prêts sur le, tu vois, qui nous attache aussi à cette vie professionnelle. Donc je pense que voilà, on avait aussi coupé ces attaches-là. En fait, on l'a fait inconsciemment, parce que c'était pas dans le but de partir, tu vois. Toi, tu voulais vendre ton appart, pourquoi? Pour acheter plus grand, tu vois, à Paris. Mais c'était complètement inconscient. On s'est mis dans les conditions et quand l'idée est arrivée, bah finalement tout était réuni pour le faire rapidement. Donc tu décides en mars. Ton mec cherche un job. Il garde son job parisien finalement, donc super condition aussi parce qu'en fait il reste dans sa boîte et tout ça. Il commence à partir à Bordeaux, mais ça devait être au mois de juillet, je pense, parce que nous on a déménagé fin août et moi j'ai quitté mon boulot courant juillet. Ça a été rapide et en même temps, on a quand même eu le temps de s'y préparer. Tu vois, en fait, on n'est pas arrivé de manière précipitée. Ah oui, mais parce qu'il y a aussi une autre donne dont je ne t'ai pas parlé, c'est que en juillet de cette année-là, je suis tombée enceinte. Un détail. Un détail. Ah oui, donc de ton 3e enfant. Exactement, de mon 3e enfant. C'est pour ça que je te dis que c'était vraiment l'année de la renaissance. Finalement, l'arrivée se fait de manière relativement soft. Les enfants sont encore petits, donc ils sont facilement adaptables. Ils se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Donc oui, on arrive aussi à avoir des crèches, des écoles, enfin tu vois, à retrouver une certaine organisation. Plus facilement qu'à Paris. Ouais. Après, j'ai galéré pour retrouver une nounou de confiance. Ça a été très très compliqué. J'enchaînais, tu vois, les 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là. J'arrivais pas à trouver la bonne personne de confiance. En fait, ce que j'ai trouvé assez dur en arrivant, enfin dur, il y a plus dur dans la vie, hein, mais ce que j'ai trouvé difficile, c'est de devoir se recréer un réseau de personnes sur qui tu peux avoir confiance. Donc typiquement nounou, tu vois, même tes amis, il faut que tu repartes à zéro. Donc ça prend du temps. C'est vachement dur, ça, je trouve. Ouais. Enfin, moi, je suis là-dedans. Tu vois, on a déménagé en juin. Ah ouais. Et donc, on est vraiment au tout début. Donc là, j'avoue, ce truc de solitude, là, dont on parlait je suis arrivée à Paris. Enfin, tu vois, là, je me sens un peu seule à des moments, tu vois. Ouais. Et puis, c'est un peu difficile, ça, je trouve, d'être tu vois, de se recréer des routines. Complètement. Moi, il m'a fallu bien 1 an hein, pour se recréer des vraies routines. Hein. Souvent, pendant 1 an, je disais encore qu'on habitait à Paris. Lapsus révélateur. Et après, tu te rends compte aussi que se refaire des entre guillemets, vrais amis, non pas qu'il y a des faux amis, mais ça prend du temps de construire la relation, de vivre des choses avec les gens, etc. Tu vois, avant de me faire vraiment les bonnes copines à qui tu vas pouvoir raconter tes états d'âme, ça a pris du temps. Hein. Et 4 ans après, là, aujourd'hui, tu peux dire que tu t'es refait un réseau de proches sur qui tu peux compter.